La lune était à son plein et exactement à l'endroit où l'avait prévu Richard. Ils s'en allèrent tous les 7 dans la forêt, ils s'en allaient en face de la lune, ils étaient à la file indienne, suivant l'épaisseur des feuillages, la lumière blanche du ciel tombait sur eux, ou bien l'ombre. À 10 mètres du chemin qu'ils suivaient sur chaque bord, la forêt gardait son indifférence. Les arbres luisaient. L'accord était en train de se faire entre les hommes et la vie. « Ce qui les attire, dit Honoré, c'est l'eau. Là où il faut leur faire peur, dit-il, c'est près de l'eau. Elles ont couru, elles ont soif, la nuit est fraîche, l'eau chante loin, on l'entend du plus loin des bois. La nuit est calme. Tais-toi, dit Jacou. Ils marchaient tous les 7 du même pas, comme ils traversaient le torrent. Bobby dit « Arrêtez !» Il revint un peu en arrière, il se baissa, il fit claquer une pierre plate contre une autre pierre plate. Le claquement courut dans les échos. « Quelque chose s'éloigne, dit Bobby. Je crois que c'est là qu'il faut te mettre pour sonner de la trompe. Ça s'entendra de partout. » Jourdan et Jacou restèrent seuls dans le lit du torrent, les autres 5 retournèrent vers Lénore. « Lénore, dit Honoré, vous voyez ce bec de la montagne là-haut ? Eh bien, Lénore, c'est juste dessous. Voilà comment on fait pour s'y guider. Marchez droit sur le bec de la montagne, vous arriverez sûrement à Lénore. Maintenant, allons chacun de notre côté. Réunion au filet tout à l'heure. Attention, Jacou va sonner, écartons-nous. Attendons que la trompe en ait mis un bon coup et puis après, marchons. » Ils se dispersèrent dans le bois. Ils étaient à peine seuls, séparés les uns des autres par 40 ou 50 mètres de taillis que la trompe se mit à sonner. Bobby avait choisi l'endroit. De là où se tenait Jacou, le son s'en allait dans plus de 100 échos. Quand Jacou soufflait le premier coup, c'était déjà comme le ronflement d'une énorme bête au gosier de corne, mais au bout d'un moment, quand ça avait été rejeté par 100 gosiers de roche, ça devenait comme le cri de la fin du monde, c'était un peu avant que la terre se secoue comme un drap. La bête connaît les bruits de la terre, le cri du rocher, le murmure de la boue, le sifflement de la poussière. Les plus hautes biches couchées sur le bord des éboulis dressèrent l'oreille. Le bruit les avait touchées, venant d'en haut. Elles regardèrent du côté de la montagne abrupte. Le mur de rocher était tout tremblant de lune. Pendant qu'elle dort, la biche pleure toujours doucement. Quand elle se réveille, son œil est tout pantelant de larmes. À travers les larmes et la lune, elles virent la montagne qui commençait à chavirer. Elles bondirent dans l'éboulis pour se sauver dans les arbres en bas. Elles étaient 5. Les pierres ruisselaient sous elles, autour d'elles, derrière elles, avec le bruit d'un fleuve réveillé. La trompe sonna encore. En arrivant dans les sapins, 2 biches prirent le trot d'un côté et 3 s'échappèrent vers la pointe du trédon. Le bruit de l'éboulis coulait dans tous les échos de la terre. La trompe sonna, les 2 bruits mélangés frappèrent les taillis, les buissons, les feuillages, les prés, les rochers, les eaux, et tout le pays se réveilla sous la nuit, depuis Verrières jusqu'au col de la Frasse. Les écureuils tournèrent autour des troncs, cherchant instinctivement l'ombre pour se cacher, mais l'ombre et le bruit étaient partout. Des marmottes se sifflèrent de tribu en tribu, les mâles sentinelles grognaient, les femelles assemblaient les petits à coups de patte. Les 3 biches, comme elles descendaient la combe de vers elles, rencontrèrent la vieille harde. C'étaient 5 biches de 10 ans et un cerf très connu, dont la ramure gauche qui était fêlée bourdonnait au moindre vent. Le cerf menait sa bande vers la Frasse à travers les prés de Pélou. Les 3 biches prirent le pas, les 5 femelles reniflèrent. Les 3 tendirent le museau, restèrent immobiles un moment, la patte en l'air. Le cerf les regardait. Les 5 femelles qui se sentaient pleines depuis plus d'1 mois n'étaient pas jalouses. Les 3 biches entrèrent dans la harde. Le cerf les conduisit au petit trot à travers les herbes. La trompe sonna. La harde se mit au galop montant. Le vent bourdonnait dans la ramure creuse du cerf. Une petite biche solitaire qui buvait au torrent les vit passer, et à ce moment-là, le grondement de la trompette et de la montagne la toucha. Elle sauta toute l'eau dans un seul saut. Son premier instinct avait été de bondir seule. Elle était dans le temps de l'amour, avec un grand désir de solitude, d'appel solitaire et d'attente. Elle se mit à trotter sous les arbres, elle était seule avec son désir et la peur. La harde du cerf dépélie s'en alla vers le pré d'essai. Les renards de Cerveray coururent vers les vieilles meules de Salenton. Les écureuils du bois d'Auterne cachèrent leur tête dans l'aisselle des hautes branches.
La trompe sonnait toujours, les loutres du torrent plongeaient, ressortaient, plongeaient, toutes en air et en huile. Les oiseaux couraient dans les arbres comme la pluie. Tous les hérissons étaient en boule. Sous les bardanes, les putois allumaient et éteignaient leurs yeux d'or. Des belettes tournaient en bons fous autour des buissons où étaient leurs petites bauges. Un sanglier s'éveilla, se dressa, écouta, grogna et se recoucha, le museau sur ses pattes. La harde du cerf dépéli s'arrêta au creux du col de la Frasse. Il n'osait pas aller plus loin. Les biches s'étaient serrées contre lui et gémissaient dans ses poils. Il sentait contre sa rude peau le chaud des babines et le petit froid claquant des dents tremblantes. Il en regardait là-bas devant lui, émergeant des herbes blanches, les toits luisants du village de Frasse où 2 chiens étaient réveillés. Bobby entendit passer des renards près de lui. Il vit comme un éclair une bête blême qui crevait les taillis dans une course phosphorescente. Il regarda dans le ciel le bec de la montagne. Honoré mit le pied sur une bête souple. Karl appela, la trompe sonnait. « Quel souffle !» se dit Randoulet. Il ne savait pas qu'en bas, dans le torrent, Jacou et Jourdan se remplaçaient. « Donne un peu, » disait Jourdan. Il soufflait, il commandait à l'émoi de toute la forêt. Le pays l'entendait et tremblait depuis Verrières jusqu'au col de la Frasse. Là-haut, dans le col, le cerf dépéli se coucha, les biches se couchèrent contre lui. Le fils Karl se dit « Je vais me perdre ». Il regarda le bec de la montagne. La petite biche solitaire était poursuivie par le son de la trompe. En même temps, son désir d'amour ne se calmait pas. Elle était seule, elle avait peur, mais elle ne pouvait qu'être seule et avoir peur tant que ce rugissement emplissait le pays et qu'elle ne rencontrait pas le cerf solitaire travaillé comme elle par le désir. Honoré avait les jambes mouillées. La biche s'arrêta pour se lécher les jambes. Bobby pensait à la clairière entourée de filets. Les 2 biches des éboulis cherchaient des abris dans les arbres. Elles appelèrent pour savoir si les 3 autres suivaient. La trompe sonna. Les 2 biches se mirent à trotter sous bois. Randoulet se dit « Que font les autres ?» Il entendait des bruits de bêtes partout, dans les feuillages, dans les buissons. Il aurait aimé entendre le pas de Karl ou d'Honoré ou de Bobby ou du fils, de quelqu'un. Au milieu du bruit, les 2 biches entendirent le son d'une ancienne odeur. Ça datait de l'année d'avant, c'était l'odeur des ciguës fleuries tout autour de la clairière Lénore. Le fils Karl se dit « C'est ce bec de montagne qui marque la route ?» ou bien celui-là. Il avait peur d'être perdu. Il appela. La petite biche solitaire entendit une voix d'homme. Elle sentit à l'odeur que 2 biches venaient de passer depuis pas longtemps, tout près de là. 2 biches, vides, de celles qui vivent sans cerf. Elle les suivit. L'homme continuait à appeler là-dessous. « Je suis là !» dit Randoulet. Il n'était pas très loin. « J'avais peur d'être perdu. »« Marche !» Les renards de Cerveray venaient de se rendre compte. Le bruit était trop régulier. Il s'agissait seulement de rentrer au terrier et de ne pas bouger. Les 3 biches arrivèrent devant la clairière Lénore. Pour elles, le monde continuait à trembler et à chavirer comme un arbre qu'on frappe au pied. La trompe sonnait. La ciguë était fleurie. « Allons-y !» cria Honoré. Il venait d'entendre le gémissement des biches. Une luttait déjà des cornes contre le filet. Elle fut tout de suite prise. Randoulet la renversa et se coucha sur elle. C'était une biche des éboulis. Elle crut d'abord à une lutte de cerfs, puis elle sentit l'odeur de l'homme. Bobby arriva le dernier, il vit que Randoulet en tenait une. « À l'autre toit !» cria Randoulet. Il vit Honoré, Karl et le fils couchés dans l'herbe. Il regarda autour de la clairière, il vit 2 gros yeux d'or immobiles dans l'ombre. La petite biche en amour, immobile dans l'ombre, s'était mise à pleurer comme à l'approche d'un large sommeil. La trompe sonnait. De l'autre côté, des larmes, sous la lune, le monde entier chancelait comme des montagnes d'eau. Une forme noire sauta vers elle, elle reconnut une chose vivante et mâle. Son désir de femelle la tenait immobile, durement plantée dans la terre, appelant tout, même la mort, pourvu qu'il soit contenté. Le mâle sauta sur elle, accabla ses reins. Il ne sentait pas le cerf, mais une odeur étrangère. La biche tomba dans l'herbe. Elle souffrait d'un mélange d'amour et de mort. Elle ferma les yeux. Au bout d'un moment, une voix d'homme cria « Venez !» La trompe répondit, puis elle ne sonna plus. Les 3 hommes arrivèrent au bord des verrières au moment où l'aube touchait le sommet des montagnes.
Ils marchaient à travers les prés dans une brume rose, épaisse et froide. Ils portaient les 3 biches sur leurs épaules. Loin, avant le village, Richard les attendait. « Halte !» dit-il. Puis, « Combien ?»« 3. »« Tu n'as pas dormi pour être là de si bonne heure. »« Non, vous avez fait trop de bruit. Vous avez tout réveillé. » Là-bas, dans le village, on entendait tinter des attelages et des chevaux qui tapaient du pied. « Voulez-vous les vivantes ?» demanda Richard. « Oui, dirent-ils. Alors, il vous faut partir tout de suite. J'ai attelé vos charrettes. »« Vous avez trop fait de bruit, dit-il. Les hommes du village sont venus me voir, ils ont dit qu'ils gardent la viande, mais qu'ils nous laissent les peaux. Si vous voulez garder les biches vivantes, partez tout de suite, moi je verrai pour arranger. » À travers le brouillard, ils gagnèrent l'aire à battre sur laquelle Richard avait attaché les 4 chevaux attelés. Ils chargèrent les biches sur le char de Randoulet. Ils firent marcher les chevaux par les prés pour qu'il n'y ait pas de roulement de roues et de bruit de pas. Ils firent un détour autour du village. Ils rejoignirent la route tout au fond de la vallée, à l'endroit où elle entrait dans les gorges. Quand le jour se leva, ils étaient déjà très loin. Ayant quitté le fond du torrent, ayant monté sur la montagne, ayant à leur gauche aplati dans les fonds l'immense pays où ils descendaient, et à leur droite l'entassement des montagnes au sommet de glace et de jour rouge. La nuit était encore dans les vallées. À ce moment, ils entendirent là-bas, au fond, un coup de tonnerre. Vers midi, ils étaient dans les collines. Au lieu d'avoir vu le jour monter, ils avaient vu le jour s'éteindre. Les coucous ne chantaient pas. Un calme de marécage avait immobilisé les herbes, les arbres, l'air. Le ciel bougeait, le ciel roulait des flots de nuages sonores et qui se pressaient avec des bruits de métal. En tête, Honoré fouetta son cheval et il lui fit prendre le trot. Karl réveilla le fils. « Je me demande, dit-il, si cette jument va tenir le trot pendant le temps qu'il va falloir. » Randoulet essaya de rattraper les autres, mais dès que son cheval se mit à trotter, il entendit la tête lourde des biches qui frappaient contre le plancher de la charrette. Il cria d'arrêter, et toute la caravane s'arrêta. « Elles vont s'assommer, dit-il. On ne peut pas trotter, moi du moins. Moi je ne peux pas trotter. »« Alors personne, dit Jacou. Et ils reprirent la marche au pas sous le ciel d'orage. De tous les côtés fumait un parfum de terre écrasée. La petite biche avait ouvert les yeux. Les 2 autres biches avaient les yeux fermés, mais elles respiraient fort, et elles avaient les narines sèches. À mesure qu'on descendait vers la vallée de l'Ouvèze, le temps devenait plus mauvais. Le ciel n'avait pas l'arrêt qu'il lui fallait pour laisser tomber la pluie, et il se charriait toujours d'un bord à l'autre avec violence et grondement sous la poussée du vent bleu, mais l'ombre grandissait. Entre 2 collines, ils virent le plateau Grémone. Il fumait de partout comme une charbonnière, avec ses brumes accrochées à tous les arbres. Il semblait tout crevassé et entouré de fumée d'un feu couvant. La terre était noire, les torrents des Hubacs ronflaient. La rivière Ouvèze emportait un bruit terrible. Un bouscatier entendit venir les voitures sortir du bois, dressa la main, la caravane s'arrêta. « Où allez-vous » dit-il. « Plateau Grémone. Croyez passer par là ? On y est passé hier matin. » Depuis, ça a tout changé, dit-il. « Depuis quoi ? Il y a eu l'orage. Il est tombé des grêlons comme des œufs de poule. Le pont de bois a été emporté. » Il montra de petites branches de chêne qui, malgré le bois ligneux, avaient été coupées net comme avec une hache. « Ce que vous allez voir là-haut, dit-il, ça ne sera pas quelque chose de beau. Ce matin, votre plateau dégorgeait d'eau et d'écume comme une marmite bouillante. Ce qu'il vous faut faire, dit-il, c'est que vous descendiez jusqu'au pont en pierre pendant qu'il tient encore le coup. On ne sait pas si ça ne va pas recommencer. Moi, je vais aux carrières. »« Si tu veux, on te porte, dit Jacou. »« Non, j'arriverai avant vous, dit l'homme. Il y a un moment que je vous regarde venir dans les chemins des collines. Vous marchez au pas comme si vous portiez le Saint-Sacrement.